cette séance de travail, enfin ce meeting. Hein. Donc on aura Wilfried Onyami, Jean-Claude Berry, Maurice Louzala, John Binit Zaba, Didi Delcoléas, Norbert Samouna, Jean-Didier Milevé, Joseph Klenga, Robert Patibangou et Laurent Zaba. Donc on va commencer par Wilfried Onyami, qui est à la fois modérateur et intervenant sur... Ok. Merci, donc je te passe la parole, Willy, pour la suite. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs du cœur, le servant patriote, merci d'être venus de façon aussi massive. Excusez-moi. Cela témoigne à suffisance de l'intérêt que vous manifestez en ce mouvement. Un mouvement qui se dirige droit pour la libération de notre pays. Ce faisant, toutes les sensibilités qui œuvrent pour le départ de M. Sassou Nguesso et sa bande sont les bienvenus. Notre mouvement demande à ce que nous soyons unis pour mieux combattre notre ennemi commun. Mesdames, Messieurs, après avoir planté le décor, je passe pieds joints au vif du sujet. L'intérêt de notre mouvement est de faire partir cette classe politique en termes de valeurs qui nous gouverne depuis plus de 50 ans. C'est le moment ou jamais de renouveler notre classe politique. Vous en conviendrez avec moi, on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. En outre, lorsque les gouvernants ne respectent plus les règles mises en place pour le bon fonctionnement du pays, les gouvernés passent à la désobéissance. Le président actuel veut modifier la Constitution pour son intérêt personnel, alors que le droit ne vise que l'intérêt général. Il est temps de faire comprendre à ce dernier qu'il n'est pas au-dessus des lois et que le droit est impersonnel. Par ailleurs, je ne peux pas comprendre que ce monsieur s'agrippe au pouvoir, bec et ongle, après 32 ans de règne sans partage. Pourquoi ne demande-t-il pas la retraite, comme l'ont fait d'autres présidents, à l'instar du président Léopold Sédar Senghor, qui disait que le pouvoir use. Je vous donnerai la raison. Cet homme ne travaille pas, M. Sassou Nguesso, et ne se soucie pas de son peuple. Par conséquent, il ne peut pas être fatigué. Il brasse de l'air, jour après jour et année après année. Après 32 ans de règne sans partage, le bilan que nous laisse ce fainéant est alarmant. Dans mon pays, les inégalités se sont creusées. D'un côté, il y a celui qui se lève le matin avec l'angoisse de ne pas avoir de quoi manger, et de l'autre côté, il y a ceux qui claquent 1 million en boîte de nuit en sablant du champagne. Dans mon pays,
le tribalisme a atteint son paroxysme. Car comment comprendre qu'on aille construire le plus grand hôtel du pays à Oyo, un petit village qui ne compte que 50 habitants et encore. Dans mon pays, la politique sanitaire n'existe pas. Car comment comprendre qu'un pays comme le Congo, qui produit du pétrole et que les premiers soins ne sont même pas gratuits. Il y a un an de cela, au CHU, le plus grand centre hospitalier congolais, il n'y avait pas d'ascenseur. On a mis en place des ascenseurs naturels. C'est-à-dire, il y a des hommes qui prennent le malade en charge, en les mettant au dos, moyennant 1000 francs CFA par étage, et ces derniers reversent 10% aux soi-disant administrateurs du CHU qui ne sont que la famille de M. Sassou Nguesso. Quel comble! Dans mon pays, la politique éducative n'existe pas. Comment comprendre un pays comme le Congo qui produit du bois et que les élèves manquent de table-banc et même le tableau noir? Dans mon pays, la corruption a été institutionnalisée. Car les soi-disant hommes de pouvoir thésaurisent, au lieu de laisser l'argent en banque, on les voit se déplacer avec les sacs en polypropylène, ce qu'on appelle communément les ngiri. Ces sacs sont remplis d'argent, on se demande d'où vient cet argent. Existe-t-il des planches à billets au Congo? Est-ce de l'argent ou des imprimés? Dans mon pays, il n'y a plus d'hommes politiques. Il n'y a que des péripatéticiens. Aristote, quand il enseignait la philosophie, n'a jamais voulu avoir une relation directe avec la dignité, sont alors appelés péripatéticiens, pour être un peu plus clair, des prostituées politiques. Nous en connaissons, ici à Paris et comme au Congo-Brazzaville. Car le Congo est le seul pays où les députés font des dons. On se demande si les députés du Congo ont tous des entreprises ou des firmes. Car normalement, par définition, le député qui entreprend une action dans sa circonscription le fait avec l'argent de l'État. Mais au Congo, cette action est personnifiée. On note donc une personnification du pouvoir. Dans mon pays, la politique routière n'existe pas. Car on ne peut pas comprendre que le président actuel construise une route blanche au lieu d'un terre-plein. On note là, mes chers frères et sœurs, c'est très longue. Si je m'y mets encore, on va y passer toute la nuit, ce n'est pas mon but, ce n'est pas notre but également. C'est un bilan nauséabond. Notre pays est au fond du gouffre, mes chers frères. Pour toutes ces raisons susmentionnées, nous demandons à toutes les forces vives de la nation de donner un carton rouge à ce monsieur et sa cohorte de plaisantins, et nous clamons haut et fort, Sassou dégage, car trop, c'est trop. Mes chers frères, mes chères sœurs,
Mettons donc en place une synergie que j'appelle tsunami, qui va dévaster tous ces fossoyeurs pour qu'enfin ce pays que nous aimons tant soit libéré du joug. Vive la République, vive le Congo, même divisé. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Ça devient récurrent qu'on se retrouve régulièrement dans des meetings, dans des réunions, pour parler pratiquement la même chose. Le départ de Sassou, la reconstruction du pays. Mais il y a une chose que j'aimerais rappeler. Tôt ou tard, Sassou partira. Qu'il y ait référendum, qu'il y ait dialogue ou pas, il finira par partir. Faisons des meetings, mais pensons aussi à l'avenir du Congo. Sassou nous dit qu'il faut aller au référendum. De quel référendum? Aujourd'hui, il dort plus tranquillement chez lui à 5 h du matin pour qu'on le réveille pour dire voilà, j'ai été réveillé à 5 h du matin. Il peut dormir tranquillement, il partira. Il n'y aura pas un seul élément congolais pour le réveiller à 5 h du matin pour lui demander soi-disant des comptes. Il partira. Il nous propose un dialogue. Quel dialogue? À 1 an de son départ, il veut parler de dialogue. Mais pourquoi il n'a pas fait pendant 5 ans, pendant 6 ans? Ne tombez pas dans ce piège. Voilà pourquoi je voulais préparer un grand discours, mais je parle avec mon cœur. Ça passe mieux. Je vous dis des choses telles que nous le ressentons tous. Il partira en 2016. Le dialogue, on le fera après le départ de Sassou Nguesso. C'est le thème. C'est le thème qui a été choisi par ceux qui nous ont invités aujourd'hui, contre le référendum et contre le dialogue de Soudan. Ayant en tête, le dialogue qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un plat indigeste qui va provoquer la diarrhée à tout le monde. Il y en a qui l'acceptent parce qu'ils veulent aller au gouvernement national qui va, semble-t-il, être mis en place avant la fin de l'année. C'est un piège. Pas de dialogue, sauf le dialogue après Sassou Nguesso. Si dialogue il y a, nous allons commencer par plusieurs choses. Révisons le fichier électoral. Voilà les sujets sur lesquels nous voulons dialoguer. Si nous mettons le fichier électoral tel qu'il est, nous tous ici dans la salle, personne ne peut battre le PCT. Impossible. Il faut déposer bien en mémoire, le piège il est là, il est bien ficelé. Il faut réviser le fichier électoral. Ça c'est le premier dialogue que nous voulons après le départ de Sassou Nguesso. Pas maintenant. Deuxième chose, ils nous disent qu'il a travaillé. Mais il a travaillé comment? En 10 ans, 5 000 milliards pour l'administration RCD, 2 000 milliards pour les opérateurs économiques. Et vous savez qui sont ces opérateurs économiques? Leurs femmes, leurs enfants, les kikis, les cocos, les caca, les pipis. C'est tout ça qui ont bouffé l'argent de l'économie. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Les Matoufi. On nous parle, voilà, c'est un homme de paix. Mais quelle paix? On n'a pas oublié le 4 mars. Comment vous pouvez admettre quelqu'un qui a travaillé avec lui, qui lui a rendu énormément de services, il va le zigouiller carrément chez lui? L'exemple de Ntsuru doit nous interpeller. C'est malade, ça. Il n'y a que le pouvoir qui l'intéresse. Dès que tu es contre son pouvoir, tu deviens son adversaire. Ça, c'est des choses que je devrais reconnaître. On ne doit pas se voiler la face. Nous ne sommes pas ici pour faire du cinéma. Ça fait longtemps que nous terrorisons contre nous. Le vrai problème que nous avons ici, c'est l'unité et le rassemblement. Si nous arrivons à construire cette unité, si nous arrivons à rassembler, demain matin, ça serait le parti. Je vous avais été. Comme on dit chez nous, excusez-moi, j'ai utilisé une expression là. Camille, comme ça veut dire tout simplement, ce n'est pas les poils du rat qui sont en train de brûler, mais c'est le corps. Ça soit en train de partir. Mais nous ne sommes pas organisés pour le remplacer. Soyons francs.
Le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. Ce n'est pas Sassou. Sassou, son sort est ficelé. Mais il joue de nous parce qu'il ne nous va pas organiser. Organisons-nous, travaillons ensemble. Je n'ai pas besoin de faire un grand discours. Tout a été dit dans plusieurs séances. On va le répéter la même chose, ça ne sert à rien. Le seul souhait que je formule ici ce soir, rassemblons-nous, travaillons dans l'unité et nous vaincrons. Merci. Je vais inviter très respectueusement M. Norbert Samouna. Et je profite également de dire que votre collègue et ami, bienvenue Mabile Mono, dont vous partagez les mêmes idées et la même structure politique, a bien présenté ses excuses parce qu'il est occupé à des choses peut-être compliquées. Je vous en prie. Bonjour à tous. Moi, je vais faire un petit discours. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes et chers amis, notre dictateur se sait dans l'œil du cyclone. Il est désormais, le temps est désormais compté pour lui. La victoire de notre peuple sera bientôt effective. Elle peut même intervenir avant le terme du mandat en cours, et cela ne tient qu'à nous, à notre capacité de nous mobiliser et de nous rassembler. Tous les clignotants sont au vert, ce qui ne veut pas dire qu'il faille maintenant croiser les bras, mais au contraire, nous devons redoubler d'efforts. Le cap est bien connu de tous. Monsieur Denis Sassou Nguesso doit avoir quitté le pouvoir avant la fin de mandat des présidents Barack Obama et François Hollande, qui sont indiscutablement les artisans de ce mouvement pour l'alternance et la sauvegarde de la démocratie sur le continent aux côtés des peuples opprimés. Nous sommes si près du but et 2015 sera une année décisive. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de celles et ceux qui ont joué sur plusieurs tableaux à la fois. Ceux-là doivent tirer les leçons du sort réservé aux 18 députés burkinabés, de l'alternance pour la démocratie et de la fédération et du Rassemblement démocratique africain, qui s'étaient engagés au terme d'un accord secret passé entre le Congrès pour la démocratie et le progrès, alors parti au pouvoir, à voter la modification de la loi fondamentale pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat. Chacun connaît la suite. Ces traîtres ont été emportés dans la tourmente au même titre que Blaise Compaoré, et les membres de son parti. S'allier last minute au pouvoir finissant, c'est faire preuve d'amateurisme politique. Les conséquences d'une telle stratégie sont souvent désastreuses. Souvenez-vous
de l'erreur fatale de M. Bernard Kolela, qui avait choisi en 1997 de s'allier pendant la guerre à Pascal Lissouba en acceptant le cadeau empoisonné du poste du Premier ministre, alors qu'il jouissait d'une position confortable et enviable de neutralité qui aurait pu faire de lui l'ultime recours. Chers compatriotes, en 2015, poussé par l'énergie du désespoir, le pouvoir va déployer toutes ses forces pour tenter de corrompre et d'acheter les consciences parmi nous. Nous appelons donc le peuple à la grande vigilance. Plus aucune position ambiguë ne sera désormais tolérée. Chers compatriotes, la volonté d'en finir avec les dictatures en Afrique est désormais la nouvelle stratégie politique de l'Occident. Il appartient donc aux peuples africains de saisir cette opportunité pour faire entrer définitivement l'Afrique dans l'ère de la modernité. Tant sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan politique, bien entendu. L'Afrique ne doit plus être considérée comme un monde à part, incapable de se moderniser. De par son histoire et sa position géographique, notre pays, le Congo-Brazzaville, faut-il le rappeler ici, occupe une place centrale sur le continent et singulièrement en Afrique centrale. Le Congo doit donc devenir un exemple à suivre, notamment en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes et chers amis, ici présents, le temps d'intervention étant bien entendu limité, je veux conclure en disant non au changement de la Constitution et non encore au dialogue funeste avec Denis Sassou Nguesso. Oui, cependant, au respect scrupuleux de la loi fondamentale élaborée par lui-même. Oui, encore, à l'alternance démocratique dans la paix, et nous avons pleinement confiance aux forces armées congolaises, dernier rempart de notre peuple, pour que l'ordre républicain soit respecté. Je vous exprime ici mon bonheur partagé, j'espère, bien entendu, de savoir que nous vivrons bientôt la fin d'une époque. Alors que le pessimisme semblait gagner les partisans du renouveau et du changement, la victoire prévisible de notre long combat doit nous redonner encore plus de force pour croire à un Congo meilleur, démocratique, plus solidaire et plus juste. Vive l'Afrique et vive le Congo. Je vous remercie. Je vais citer son nom, c'est Jean-Pierre Guéret. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers compatriotes. Bon, mais je ne veux que revenir sur le diagnostic qui a été fait par certains camarades.
concernant la situation de la Constitution du Congo. À l'heure actuelle, vous et moi savions que l'économie congolaise traverse des grandes difficultés, surtout avec la chute du prix du baril du pétrole. Étant donné que notre gouvernement, quand il fait ses prévisions annuelles du budget, il table sur la vente du baril du pétrole à 100 $. Or, aujourd'hui, avec la chute du cours du prix du baril, l'économie congolaise s'effondre. Et ça, les responsables n'en parlent pas. Ils relèguent les problèmes économiques au second plan. On y reviendra plus tard dans d'autres débats. Mais s'agissant maintenant de la Constitution, est-ce que la matrice de la nation congolaise est-elle menacée? Je dirais non. La matrice n'est pas menacée. Il n'y a aucune crise institutionnelle en ce moment précis. Je ne vois pas pourquoi M. Sassou veut nous imposer ses choix personnels. L'ensemble des Congolais ne veulent pas au changement de cette constitution. Mais par la force, M. Sassou veut percer le mur. Mais devant lui, il trouvera ceux qui s'opposent farouchement à cette. Chers compatriotes, je ne veux pas aller dans les détails, dans les gros détails. Mais n'ayons pas le mémoire pour ça. Nombreux sont les Congolais qui l'ignorent. Mais je peux vous affirmer que Sassou aura beau faire, il ne pourra réaliser son rêve de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir après 2016. Là où il est, il sait lui-même qu'il a bien longtemps, qu'il a voulu le faire, mais à chaque fois, il a toujours des obstacles qui se sont dressés devant lui, l'obligeant de reculer. C'est déjà le cas en 2009. Dans la foulée de l'élection présidentielle, il voulait modifier la Constitution, mais il avait dû renoncer à cause du printemps arabe. Car cela était perçu comme une provocation. Aujourd'hui, en 2014, il est contraint de reculer, une fois de plus, à cause cette fois de l'effet du soulèvement du peuple burkinabé et de la position des États-Unis et de la France, qui soutiennent les opposants au changement de constitution. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Sassou en est conscient, même s'il ne laisse guère transparaître sa peur, à l'instar d'un chef de village qui fait sa peur, ne pas voir le diable pour affoler tout le village. Autre signe qui ne trompe pas, Sassou aujourd'hui est un homme seul. On l'a vu à Dakar. Il était isolé. Même son ami, le président équateur-guinéen, son candidat s'est opposé au candidat de Sassou qui en veut le pèse jusqu'à la fin. Ça veut tout dire. C'est des mauvais signes pour un président. Et Sassou le sait très bien. Chers compatriotes, la fin de Sassou et son système est inéluctable. Elle peut même intervenir avant 2016. Mais pour cela, nous devons nous mobiliser et nous rassembler pour rendre nos actions plus efficaces. À vrai dire, le plus important, le plus inquiétant aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas Sassou, mais l'éclatement des forces au sein de ceux qui s'opposent au changement de la Constitution. Au plan intérieur comme au plan extérieur, l'unité reste à construire. Au niveau de la diaspora, par exemple, force est de reconnaître que les assises n'ont pas réussi à résoudre ce problème crucial de l'éparpillement des forces. 2015 sera une année déterminante. Il nous faut créer dès à présent des conditions d'une union sacrée contre le changement de la Constitution. D'où le CELC appelle ici à l'organisation dans les meilleurs délais d'une convention internationale de toutes les forces qui s'opposent au changement de la Constitution. Celle-ci devra avoir lieu à Paris et elle réunira sans exclusion toutes les forces qui s'opposent au changement de la Constitution. Elle sera également l'occasion d'arrêter une position commune quant à la participation ou non au dialogue proposé par le pouvoir. Il y a nécessité absolue de percer l'abcès. Chers compatriotes, nous avons tous les leviers
tant sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Nous avons les réseaux sociaux sur le plan intérieur. On a les téléphones. Mobilisons-nous. Créons des cellules pour mieux communiquer avec nos frères qui sont au pays. Vous savez qu'ils sont privés de médias. La Télécom, c'est Télé Kim Il-sung. C'est ça en boucle. Faisons un effort, les gars. Unissons-nous. Créons. On va qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut, mutualisons toutes nos forces, mutualisons nos moyens, afin de contrecarrer ce net. Parce que ce gars qui est en face de nous, il est redoutable. Il est très redoutable. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ça va finir. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ça va finir pour le combattre et pour le chasser. Qu'il ne finisse pas l'année 2016. Car nous, opposants, forces vives de la nation, société civile, sommes prêts à travailler pour changer ce pays. Chers compatriotes, je vous remercie. Vive la République. Je disais au coordonnateur des forces du changement, M. Laurent Zaba, que chez nous, la tolérance n'était pas un slogan, mais une pratique de tous les temps. Vous vous rendez compte que M. John Binit est à côté de la belle et charmante Lady Kolela, mais ça n'a pas empêché quand même de lancer une petite pique, mais en pénal, comme on dit, la responsabilité est individuelle. Donc il ne s'agit pas de Lady Kolela. J'invite, vous savez, dans notre mouvement, la femme occupe une place prépondérante. Quant à moi, je demande à Madame Lily Kolela de pouvoir intervenir. Madame. Mesdames, Messieurs, je voudrais avant toute chose vous remercier d'être venus aussi nombreux pour participer à cette rencontre. Votre présence témoigne de l'intérêt que nous portons tous pour le présent et l'avenir de notre cher pays, le Congo-Brazzaville. Un pays que nous voulons riche et prospère. Un pays où les différentes communautés doivent y vivre ensemble et dans l'harmonie. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle, comme monsieur l'a dit, Lydie de Kolelas, je suis secrétaire générale des FCPS et présidente du cercle de réflexion Bernard Kolela. C'est en cette dernière qualité que je m'adresse à vous. Je vais m'efforcer d'apporter ma modeste contribution au débat sur la situation sociopolitique et économique de notre pays. Comme chacun de nous le sait, les Congolais iront aux urnes en 2016 pour élire le président de la République pour les 7 prochaines années. Un débat houleux oppose actuellement les partisans de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition. Les premiers se disent favorables à une révision constitutionnelle afin de permettre au chef de l'État sortant de briguer un autre mandat en dépit de l'interdit constitutionnel. À l'appui de leur thèse, ils allèguent que l'actuel président est un apôtre de la paix. Sans lui, le pays serait plongé dans le chaos. Les seconds s'opposent à tout tripatouillage de la charte fondamentale et réclament à corps et à cri l'alternance démocratique. Ils citent la phrase prononcée par le président Barack Obama à Accra au Ghana, je cite, « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. » Fin de citation. Il est vrai qu'en Afrique, nous avons des hommes qui sont souvent plus forts que les institutions. Il est vrai également que l'histoire immédiate de notre continent montre qu'il est plutôt sage d'éviter le mandat de trop. Inutile de dire qu'un climat délétère règne au Congo à la veille de cette échéance politique majeure. Pourtant, il est plus que temps que notre pays
entre enfin dans la modernité. Le premier pas ne consiste-t-il pas à faire triompher la primauté du droit par le respect strict des lois et règlements? D'aucuns pourraient ergoter que c'est de la théorie. Il reste que le but de la politique, gestion de la cité, n'a jamais été d'engendrer la désolation et la haine entre les communautés. Le but ultime de la politique est de promouvoir le bien-être pour tous, c'est-à-dire un État au service de tous, la sécurité pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous, le travail pour tous, l'eau potable pour tous, l'électricité pour tous, le pouvoir d'achat pour tous, et la liste n'est pas exhaustive. Définissons le but de la politique. Un philosophe français, Jean-François Revel, pour ne pas le citer, a écrit ces quelques mots dans son célèbre ouvrage « La tentation totalitaire ». Je cite : « Le but de la politique est le bonheur, le plus de bonheur possible pour le plus grand nombre d'hommes possible, et non le succès de quelques professionnels qui veulent imposer leur vue à la majorité. » Fin de citation. Voilà pourquoi je voudrais ici et maintenant joindre ma voix à celle de tous les hommes de paix et de bonne volonté de notre pays pour exhorter nos concitoyens à rejeter l'exclusion, à rejeter la haine. J'exhorte les Congolais à travailler main dans la main pour conjurer le chaos annoncé. Personne n'est irremplaçable. Le Congo n'a pas besoin d'hommes providentiels. Ce pays a droit à un autre avenir. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté, il y a des maux qui freinent son développement socio-économique. Ces maux sont bien connus de tous. Il s'agit du tribalisme et du régionalisme. Il est temps que les Congolais sachent que naître du nord ou du sud n'a rien de génétique. Ce sont des aléas de la vie ou de la géographie. D'ailleurs, dans cette salle, personne parmi vous ne peut dire qu'il a choisi de naître au nord ou au sud. Le Congo va mal, très mal. Le pays va mal à cause des considérations qui ont fini par transformer chacun de nous en une sorte d'ordinateur mal programmé. Il nous faut un changement de programme au niveau mental. Je dirais même plus, chacun de nous doit faire son auto-révolution culturelle. Nous avons le devoir d'exiger un changement profond du quotidien des gens. Cela passe par de nouvelles méthodes de travail et de gouvernance. En 2014, nous devrions être capables, nous, Congolais, de faire la politique autrement. Cette nouvelle politique doit laisser la place aux idées, aux programmes et aux projets. Il faut bannir les invectives et autres colibets. Le Congo a besoin d'hommes d'État. Qu'est-ce donc un homme d'État? L'homme d'État est tout le contraire du politicien. Le politicien travaille pour ses intérêts, il ne se soucie que de sa carrière. L'homme d'État, en revanche, il est avant tout un visionnaire, il est au service de l'intérêt général. Le Congo a besoin d'hommes et de femmes d'État, des hommes et des femmes capables de se mettre au-dessus de la mêlée, sachant qu'une personnalité qui devient chef de l'État ou ministre n'appartient plus à un parti, à une tribu, à une région et encore moins à une famille. Il est au service de la nation. Le Congo a besoin d'une nouvelle conception du pouvoir, à savoir que le pouvoir d'État est avant tout une charge et non un privilège. Je ne le dirai jamais assez que notre pays a plus que jamais
besoin des hommes et des femmes capables qui brillent par leur exemplarité et non par des frasques. Le problème, ce sont toujours les mêmes qui reviennent au devant de la scène politique, avec les mêmes méthodes de travail et toujours la même conception de l'État et du pouvoir. Le pouvoir d'État doit rester une force au service d'une idée qui se résume en 3 mots, le bien commun. Inspirons-nous de la démocratie à l'occidentale. Le bien-être de la population est la finalité de tout projet politique, mais aussi de toutes les préoccupations. Entrer en politique ou tout simplement faire de la politique devrait être un véritable sacerdoce. Il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique congolaise. Il s'agit plus d'une question de mentalité que d'âge ou de génération. Je ne pourrais terminer ce mot sans vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous rassure qu'il s'agit nullement de faire du nombrilisme, mais de quoi s'agit-il? Je profite de cette tribune pour vous demander pardon. Pardon parce que beaucoup parmi vous ont perdu des êtres chers pour avoir cru en Bernard Kolela. Beaucoup ont chèrement payé leur adhésion à ses idées et à son combat. Certains parmi vous se posent sans doute la question de savoir ce que je peux apporter de plus au Congo, tant que le patronyme que je porte est plutôt controversé. Des choses ont été dites à propos de mon père et elles ne sont pas toujours vraies. Ce qu'il est par contre, c'est que certains ont eu à user et abuser du nom de Bernard Kolela, notre père, en posant des actes qui lui sont imputés. C'était tellement facile de dire ou de demander un avantage en son nom sans qu'il le sache. Toutes ces indélicatesses ont fini par déteindre sur les années de combat de notre père et de beaucoup de nos parents. Aucun être n'est exempt d'erreur. Toutefois, je peux vous assurer que Bernard Kolela a toujours placé le bien commun au centre de ses préoccupations. En conclusion, je vous invite à méditer la citation du Mahatma Gandhi, je cite, « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. » En clair, chacun de nous doit changer, chacun de nous doit procéder à une autocritique et se livrer à une remise en question profonde. C'est à ce prix-là seulement que le Congo changera et non le contraire. Je vous remercie. Quand même à dire à mon cher et ami Maurice Louzala que les Congolais se trouvent partout et que peut en sortir aussi un président de la République depuis la France, pour le rassurer. Voilà, merci. Bon, je vais enlever mon chapeau, excusez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers frères, bonsoir. Je vais m'exprimer en tant que témoin. Je représente une association qu'on appelle Demain le Congo, qui est basée à Reims. Depuis 2009, j'ai dit je rentre à Brazzaville, au Congo, chez moi. Parce qu'autant d'années, l'État congolais nous a payé des billets pour rentrer ici, c'était pour apprendre. Mais à un moment, il fallait rentrer chez nous. Je me suis retrouvé au Congo entre 2009 et 2012, non 2013, puisque je suis rentré que l'année dernière. En rentrant l'année dernière, de toutes les façons, quand on rentre de ce pays, on revient toujours en déprime.
Mais avant de commencer, je voulais rendre hommage aux habitants de Vindoulo, à Pointe-Noire. Vindoulo est le quartier Tister, parce que je travaille au fin fond de Vindoulo, et chaque pluie, mes frères et sœurs, il faut voir les conditions des gens. Entre le cimetière de Mongonkamba, donc de partant de Mongonkamba, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, pour traverser le quartier Tister, le nombre de fonctionnaires, le nombre de personnes qui ont pensé acheter des terrains dans ces coins, pensaient qu'ils avaient fait une belle affaire, mais je me rends compte que beaucoup se sont fait piéger. Parce qu'il est inacceptable, je dis bien il est inacceptable, que des enfants qui vivent, qui vont à l'école, même du côté de l'Ouandjili, qu'on les emmène dans des brouettes, qu'on les amène au... C'est difficile. Je tenais encore à rendre hommage à ceux de Kangambandi, du côté de Brazzaville. Kangambandi, Talangai, Mikalu, juste après le 4 mars. Mes frères et sœurs, j'entendais un intervenant là tout à l'heure qui parlait, c'est vrai qu'à Brazzaville, il y a des gens qui ne vivent au Congo avec $1. Mais mes frères, l'après 4 mars, 90% de... quand je parle de Wenze, Talangai, Mikalu, Masengo, ça c'est des quartiers. De toutes les façons, 90%, c'est l'électorat du président de la République. Mais entre 2011 et 2013, on ne m'a pas dit, j'ai été là, j'ai vécu. Effectivement, Dieu merci que j'ai été épargné par le 4 mars. Je vais encore rendre hommage aux habitants de Tchali et à Siafoum. Mes frères, entre 5h et 8h du matin, pour atteindre le centre-ville. Là, je parle de l'année dernière. Vous savez, il y a beaucoup de miracles qui se créent souvent au Congo. En 6 mois, on vous fait des avenues. Mais le 9e mois, tout est foutu. Je ne sais pas, ces ingénieurs, vous qui êtes homme politique, vous qui êtes homme... et pour terminer mes hommages, l'affaire Barros, cette jeune Congolaise de Pointe-Noire, que je tenais fortement encore à rendre hommage aujourd'hui, parce que je l'ai vécu cette histoire, j'étais même l'une des personnes qui avait décidé de mettre ça à la une, parce qu'il était inacceptable qu'un Libanais, qui sont chez nous, qui sont nos frères pour certains, prend un taser de je ne sais pas combien de volts. Cette fille, aujourd'hui, ça fait 3 ans. J'ai reçu encore des images la dernière fois, le procureur a vanté, il a dit 350 000 francs d'amende. Non, 350 millions, si je ne me trompe pas, d'amende, 15 ans d'emprisonnement ferme. Et cette sœur, Barros, aujourd'hui, n'a même pas 5 francs. Elle n'a même pas de quoi prendre un taxi. Voilà ce qui se passe chez nous au Congo, mes frères. Et je vais encore revenir maintenant sur l'affaire du délestage des courants. Parce qu'on en parle souvent, on entend que ça, coupure, coupure, coupure. Oui, coupure. Je pensais que c'était une histoire de la SNE qui a toujours du mal à marcher. Non. Mais mon frère, chaque fête nationale, chaque fête qu'il y a au Congo, il y a toujours des coupures de 3 jours. Vous annoncez une fête au Congo, Tabaski, bref, toutes les fêtes qu'il y a aujourd'hui, il y a Noël dans 4 jours, vous allez voir, il y aura des coupures de courant pendant 3 jours. À un moment, j'ai commencé à réfléchir, parce que chez nous, on finit toujours, parce qu'on a affaire à des gens qu'on connaît très bien, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense, ça n'engage que moi, je pense que derrière, il y a un gros business de gasoil, je ne sais pas, je ne comprends plus rien, parce que chaque fête, 3 jours, parce que le jour des fêtes, c'est le jour où on doit mettre le courant dans toute la ville. Mais vous allez voir, ces 2-3 dernières années, aucune fête au Congo, il y a eu le courant. Ça, c'est des problèmes que nous devons réfléchir tous ensemble, parce qu'on nous sera appelés à rentrer, mes frères. Alors, je ne parlerai pas de l'alcool, je ne parlerai pas... Il y a tellement de sujets, mais je me rends compte que... Mais
Les états généraux des hôpitaux, il faut qu'on les revoie plus tard. Il faut qu'on en discute tous ensemble, la diaspora. L'alcoolisme au Congo. Je suivais encore une image, il y a 3 jours, il y a un gros camion qui devait avoir près de 800 casiers de Primus que nous avons balancés sur les réseaux sociaux. Mon frère, en 3 minutes, les casiers ont disparu. En 3 minutes, donc 800 casiers ont disparu. Alors, il y a le problème des églises, les pasteurs, j'ai vraiment pas envie de... Les églises, les pasteurs, nos amis les Libanais, qui jettent les Congolais en prison. Les Libanais, les Sénégalais, les Maliens, qui viennent chez nous sans papier. Vous allez les voir, ils arrivent à l'aéroport. On ne m'a pas dit, j'ai vu, je sors du Congo, je viens d'arriver, j'ai tout abandonné. J'ai préféré revenir. C'est difficile. Nous devenons des étrangers chez nous. Et surtout, nous, la diaspora, on vous attend. Là. Ah, il y a beaucoup de caméras, là. Oh, lui, c'est qui? Oh, la diaspora, voilà. Oh, regardez. Si on veut t'emmerder, on t'emmerde. Parce qu'ils ont envie de te faire chier. Mais on va l'accepter jusqu'à quand? Nous allons rester ici jusqu'à quand? Mes frères, j'avais tellement de choses à dire aujourd'hui. Mais c'est des gros sujets. Nous allons revenir de ça plus tard. Sur ça plus tard. Je parle avec beaucoup d'émotion. Mais nous comptons sur vous les politiques. Nous comptons sur vous les présidents d'associations. Parce que nous sommes hommes de médias. Mais je voulais vraiment tenir ce témoignage. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté. Nous ne voulions plus que M. Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir. Nous prenons l'engagement de cœur avec ceux qui sont au pays, que cet homme est même la conséquence de la création de l'État du Sud. Oui, voilà la vérité. Parce qu'un peuple frustré, un peuple stigmatisé, arrive toujours à l'extrémisme. Quand je parle d'extrémisme, je ne parle pas d'extrémisme, je parle de ce qui est extrême. 2 choses tout à fait différentes. Est intervenue la conférence nationale souveraine en 1991. Pourquoi? Mais parce que le pays ne va pas bien. Là, les cadres politiques et la société civile se rendent compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des mouvements à l'intérieur du pays, il y a des organisations qui se font au niveau du pays. Et enfin, on réussit à obtenir la conférence nationale souveraine en 1991, pratiquement. Et quand on sort de la conférence nationale souveraine, nous avons pour une fois un cadre légal pour notre pays qui pouvait nous amener à gérer le pays sans passer par le coup d'État. Parce que pour cette fois-là, nous décidons, pour combler l'erreur que nous avons connue dans les années 60, de mettre en place, de revenir sur le multipartisme. Et autant le gouvernement qui a géré la transition, autant le gouvernement qui est arrivé au pouvoir juste après la transition, aujourd'hui, cette étape-là doit être considérée dans notre pays comme étant la seule période où l'on a senti véritablement que le pays a été géré démocratiquement. Parce qu'autant sur tout ce qui concerne la liberté de la presse, le déplacement des gens et autres, là, à ce niveau-là, il n'y avait absolument rien à dire. S'il y a contradiction, alors il faudrait que les cadres que nous sommes, nous prenons l'engagement une fois ou 2 ou voilà, des occasions, créer les occasions pour que nous débattions clairement sur ces questions-là. Parce que tant que nous n'aurons pas une compréhension sur l'ensemble de ces problématiques, franchement, on ne peut pas avancer. Parce que, vous savez, on est quand même dans un domaine qui est celui de la politique. Ce n'est pas un domaine des mathématiques, parce que vous faites les calculs, ça passe vite. Mais en domaine politique, nous sommes sur des idées, mieux vaut les confronter pour avoir les harmonisations. Et de ces harmonisations, on avance ensemble. Donc la seule période que nous avons eue, c'était cette période de entre 1991 et 1997. En tout cas, quelles que soient les petites situations, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a eu là
une tentative pour aller vers une démarche purement démocratique. Alors est survenu le coup d'État de 1997 et le retour du président Sassou Nguesso au pouvoir. Pour nous, démocrates, et en tout cas pour le phare que j'ai la charge actuellement d'animer, nous pensons que cette période, elle est une période que nous devons relever parce que nous avons trahi la démocratie. Nous avons donné libre cours à un groupe de camarades, un groupe de nos concitoyens de prendre le pouvoir, de mettre un coup d'arrêt à la démocratie, parce qu'on peut bel et bien parler de la démocratie, mais dans les actes, ce qui se passe au Congo est très loin d'une démocratie. Alors donc, la position du phare est celle qui est la suivante, qui se résume en une seule phrase. Nous disons que moralement et politiquement, nous avons le devoir de restaurer la démocratie réelle dans notre pays. C'est un défi qui est lancé à l'ensemble des démocrates de notre pays et je crois que c'est le point que nous partageons ici tous. Pour le phare, il ne cessera d'en appeler à la prise de conscience, au patriotisme et demander l'instauration d'une république respectueuse des droits et des libertés de l'ensemble de notre peuple. Pour le phare, la République de demain doit être une République qui aura au cœur la question de l'échange, du partage, de la fraternité, de la solidarité et de l'unité nationale, parce que le souhait, c'est d'avoir une République où tous les citoyens se reconnaissent. Pour le phare, le Congo d'aujourd'hui est une jarre percée, où l'administration est gangrénée par une corruption, où les dirigeants aux hautes fonctions de l'État volent librement et pillent les richesses de notre pays. On ne peut donc pas continuer avec une équipe comme celle-là qui pille et détruise, qui limite les libertés de notre peuple. C'est pourquoi, dès l'instant que le pouvoir en place a mis en place une constitution, à partir du 20 janvier 2002, nous nous sommes retrouvés avec une constitution qui est élaborée complètement par cette équipe. Et que cette constitution arrive à son terme. Nous sommes bel et bien dans la même situation qui était celle de la conférence nationale. Nous n'avons donc pas besoin de laisser passer cette occasion pour donner encore une chance de manipulation de la même constitution. C'est pourquoi c'est un rendez-vous pour nous, des Congolais, avec tous les démocrates congolais qui appellent au renouvellement de la classe politique. Mais quand nous disons le renouvellement de la classe politique, je partage le point de vue de notre sœur Kolela qui intervient, qui dit, mais le renouvellement ne réside pas au niveau de l'âge. Le renouvellement doit résider au niveau des idées. Et le renouvellement doit également intégrer la notion de la gestion de l'État. Au terme de ce que j'ai dit, la solidarité, la fraternité, le partage, parce que c'est autour de ces valeurs-là que nous divergeons, que nous rencontrons un certain nombre de difficultés. L'année 2016 doit nous permettre de sortir de l'emprise du tribalisme. Parce qu'une fois de plus, il a été démontré ici que pratiquement le mal congolais, le mal profond congolais, il réside au niveau du tribalisme. Donc il faut que l'on sorte du tribalisme et qu'il faut que nous revenions sur une démocratie plurielle parce que c'est le legs de la conférence nationale, le seul cadre que nous reconnaissons jusqu'à ce jour. Le phare est prêt à travailler avec toutes les forces pour un grand rassemblement unitaire pour que nous arrivions au changement en 2016. Je vous remercie. Monsieur Sassou
au lieu de vouloir un autre mandat, devait se réjouir du fait qu'aujourd'hui les Congolais pensent encore à lui accorder une retraite tranquille. Il devait savoir que son entêtement, sa volonté à vouloir, contre la vie des Congolais, rester au pouvoir à vie, peut inverser cette tendance, si ce n'est pas déjà le cas. Le général Sassou Nguesso doit savoir qu'il n'a pas le choix. Il doit quitter pacifiquement le pouvoir à moindre frais, puisqu'il n'a plus le soutien de la France ni de la francophonie, et que l'usage de la force contre son peuple le conduirait directement au tribunal pénal international. Chers amis, nous n'avons plus rien à attendre de M. Sassou, usé jusqu'à la corde, incapable de gérer un pays moderne. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue avec le pouvoir actuel. Nous n'avons pas besoin d'une période de transition, d'une transition entre l'ancien et l'ancien. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement d'union nationale avec M. Sassou comme président. Le sort de M. Sassou ne nous intéresse pas. Il doit simplement, dans le meilleur des cas, aller au bout de son mandat et partir. Féliciter les amis initiateurs de la présente rencontre. Elle a été très riche et, mon cher cadet, chers amis, toutes mes félicitations. Je voulais cependant donner mon point de vue, étant donné que nous sommes dans ce contexte-là. Je suis devant vous là, une grosse victime. Il y a quelques années, j'étais le père d'un enfant de 28 ans qui aurait eu aujourd'hui certainement 45 ans. Je n'ai jamais, malgré ce que j'ai été dans ce pays, réussi à avoir le corps de mon fils. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient jeté son cadavre. Et personne ne m'a jamais dit pourquoi il l'avait fait. Et pourtant, je reste patriote. Je reste un nationaliste. Je voudrais aussi vous rappeler ce qu'un camarade a dit ici, un frère, quand il a dit comment Sassou a charmé des individus au point de devenir ses complices. Et là, suivez-moi bien, des hommes qui s'étaient lancés dans la politique avant nous avaient dit, les idées, lorsqu'elles pénètrent les masses, elles deviennent une force matérielle. Sassou l'a pratiqué et d'autres penseurs pourraient s'y engouffrer. Mais et pourtant, moi je suis pour le dialogue. Mais pour dépassionner les débats, à certains moments, je voudrais que certaines choses soient dites avec un cadre de modération assez patriotique. Voilà pourquoi j'avais dit à mon cadet, au Niamey, tu ne peux pas applaudir parce que moi qui vous parle, jamais je n'irai devant une tribune pour dire que tous les originaires du Nord sont les complices de Sassou Nguesso dans sa criminalité. Ça, je ne n'irai jamais le dire. Et pourtant, je dispose des éléments qui me permettent d'affirmer que certains individus, effectivement, sont les complices, ils sont comptables. Mais pas seulement eux. Je vais certainement vous étonner. Des individus d'autres régions ont commis des crimes graves sur les originaires de leur propre région. Je vous parle de mon fils. Je vous parle de mon fils. Mais celui qui a tiré sur mon fils, c'est un homme de poule. Donc, non, s'il vous plaît. Non, chers amis, ce n'est pas ça. Non, soyons sereins.
Voilà pourquoi moi j'ai parlé de cela. Il ne faudrait pas que certaines idées atteignent une partie de notre population au point de l'engager sur une voie qui serait certainement celle de la division. Voilà l'objet de mon point d'ordre de tout à l'heure. Mais sinon, moi, je suis pour le déroulement, je suis pour que quiconque a une idée s'exprime. Je vous remercie. Allez, au Wabari, c'est... Bon, en fait, on va vous dire la vérité, nous on avait décidé de virer Wabari parce que ça fait longtemps qu'il est avec nous, mais il s'accroche. Et nous avons quand même constaté qu'il se remet en cause. Allez, doyen de la grande politique. Bien. Vous ne me virerez jamais. Vous ne me virerez jamais parce que, qui lui l'a dit la dernière fois quand nous étions à la gare du Nord, que je suis l'un des rescapés qui reste avec vous, qui restera avec vous jusqu'au soir du départ de Sassou. D'abord, je salue les organisateurs de la rencontre. C'est une belle réussite. La salle est pleine. Elle est pleine. En dépit du petit tumulte qu'il y a eu, la salle est restée disciplinée pendant tous les débats. Quand j'ai vu le flyer de Nzaba, j'ai hésité pour des raisons personnelles, mais j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir, et ceux pour lesquels j'avais quelques hésitations, malheureusement, c'est neutralisé, mais c'est passé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est revenu plusieurs fois ici la question de rester ensemble. J'ai entendu Blemba parler, j'ai entendu Onyami lui-même parler, j'ai entendu mon frère Nzaba parler. À chaque fois, comme un leitmotiv, vous voudriez que nous soyons ensemble. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'être ensemble. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort que vous alliez à toutes les réunions, toutes les manifestations de Congrès. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'aller à toutes les manifestations des assises. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'aller devant l'ambassade. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'aller aux marches. C'est d'abord le premier goulot d'étranglement qu'il faut régler, qu'il faut dénouer. Parce que nous disons qu'il faut aller partout, mais je vois des têtes nouvelles ici qui ne vont nulle part. Mais il y en a qui vont partout et toujours. Donc il faut d'abord prendre l'engagement d'y aller partout. C'est la première condition. Maintenant, la question de Sassou est déjà réglée. Non, écoutez-moi. La question de Sassou, je crois, elle est déjà réglée. Vous avez beau dire que Sassou partira, on ne sait pas comment, mais au plan moral et politique, la question de Sassou est réglée. Maintenant, ce qui nous reste à regarder comme il faut, et ce qu'il va en 2015, et ce qu'il va en 2016, qu'il aille en 2015, qu'il aille en 2016, sa question est réglée. Maintenant, le plus important pour nous, ce sont les suites, l'au-delà du départ de Sassou. Comment les choses vont se passer? Jusque-là, nous crions qu'il faut respecter la Constitution. Mais si ça se va en 2015, nous faisons comment? Nous lisons la Constitution comment? Ceux qui sont opposés au dialogue, ils font comment? S'il va en 2016, nous lisons la Constitution comment? Ceux qui disent qu'il faut le dialogue en 2016, ils font comment? Donc, à la question principale du départ de Sassou, il faut lier la question subsidiaire de la manière de gérer l'au-delà de Sassou. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Il vaut mieux que chacun d'entre vous, dans le milieu où nous sommes, que nous réfléchissions à la question subsidiaire de gérer l'au-delà de Sassou. Ou en 2015, ou en 2016. Tout entendu que d'ici là, nous sommes tous pour le respect de la Constitution, mais comment nous allons mettre en pratique cette question du respect de la Constitution s'il va en 2015, s'il va en 2015 par un mouvement populaire, s'il va en 2016, n'ayant pas mis en place les élections, parce que Sassou peut faire la chose suivante de manière cynique.
il dit demain, dans 4-5 jours, le 31, je respecte la Constitution, comme on me le demande. Et très bien, il fait que la salle se passe avec ses militaires, le temps se passe bien. Si le rapport de force n'est pas renversant en notre faveur, il demande à Boulou, le 31 janvier 2015, de lancer les candidatures à la présidentielle. Puisque je respecte la Constitution, puisqu'on me demande de respecter la Constitution. Je respecte la Constitution, je ne suis pas candidat, j'ai plus de 70 ans, mais l'État était en droit et en devoir d'organiser l'élection. Il dit à Boulou, à 2015, décembre 2015, de lancer les candidatures à la présidentielle. Parce que la question principale, c'est de régler la question du rapport de force. Si elle n'est pas réglée, nous faisons comment? Si ça se dit, je ne suis pas candidat, le temps s'écoule. En décembre 2015, il dit à Boulou, l'État c'est moi, partout on me demande de respecter la Constitution, ouvre les candidatures. Je ne suis pas candidat. Nous faisons comment? C'est pour cela qu'il faut régler la question d'être dans la rue. Je disais la fois dernière, quand nous étions à la gare du Nord, indépendamment de ce que nous pensons du dialogue, il y a un dialogue obligatoire sur la question électorale. Que ce soit en 2015, que ce soit en 2016, ce dialogue il est obligatoire. Les listes électorales doivent être consensuelles, le découpage doit être consensuel, la question de la commission électorale doit être consensuelle. Maintenant, il y a notre ami Louemba a posé une question importante que je soulève dans l'interview que les amis de Congo Liberté m'ont fait écrire, qui a été publié hier, que j'ai distribué longuement, envoyé longuement dans les boîtes de réception, vous avez dû la voir. Je pose la question de la mise en commun de toutes les forces qui sont pour l'alternance démocratique. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est deux choses. Ici à Paris, Congo-Sika, les assises, la fédération UPADES, les forces de changement, nous discutons ces questions-là, puisque le dénominateur commun, c'est l'alternance démocratique. C'est ça qui nous unit. Il faut bien que nous trouvions le compromis pour gérer l'alternance démocratique. Donc, c'est la question soulevée par Louemba, que j'ai initialement soulevée dans mon interview. Il faut que nous la posions clairement. Nous devions rapprocher les forces qui sont autour de la question de l'alternance démocratique. Si on doit la régler aux assises, tout le monde vient aux assises. Si on doit la régler avec les amis qui sont en collectif, il faut qu'on la règle ensemble. Mais il faut qu'à un moment donné, nous nous asseyons pour régler cette question-là. Parce que c'est une question fondamentale. Enfin, il faut que à Paris, vous continuez à ne pas gérer la question générationnelle. Vieux, jeune, vieux, c'est une question qui est malsaine. Sassou n'a autour de lui que des bébés. Ils ne font rien. Quand nous entendons au Kémi, on est déçus. Quand on entend à Kwala, qui est le même terre du côté de ma mère, on est déçus. Quand on entend au Ndongo, on est hyper milliardaire en peu de temps. Donc la question de l'âge est une question qui n'est pas bonne. Demain, et celui-ci, en Tunisie, il a 88 ans, il sera élu. Il sera élu. Donc c'est une question qui est une question gênante, elle démobilise. Il ne faut pas se préoccuper de ça, il faut se préoccuper des gens qui ont des idées que tout le monde porte, et j'en ai terminé. Tu sais, aujourd'hui, il fait des bons essais en disant je veux faire le dialogue. Beaucoup s'accrochent à ça. En disant que non, il veut dialoguer. Mais à Evo, c'était pas la même chose? Non. Disant, vous voulez dialoguer? D'accord, mais je te mets à côté et que nous allons retrouver pour dialoguer. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis convaincu, beaucoup dans la salle sont convaincus comme moi, que le combat salutaire que nous menons contre la subversion, une fois gagné, les illusions se dissiperont. C'est en portant qu'on évolue un point, c'est qu'en le portant qu'on évalue le poids d'un fardeau, dit un proverbe bantou. Celui de nos épreuves,
celui de nos cadavres, celui de nos prisonniers, celui de nos angoisses est lourd. Ce fardeau, frères et chers, nous le portons. Il est très lourd. Mais nous avons les moyens. Parce que celui de la Botancie disait, quand je l'ai vu quand il était à l'hôpital, il disait, on est venu vous mettre ici pour que demain, vous pouvez reconstruire quelque chose. Nous qui sommes ici, nous sommes malades de beaucoup de choses. C'est à nous de le réveiller. Mais ce qu'on constate sont les divisions. Quand il y a une manifestation à gauche et une autre manifestation à droite. On parle d'unité. Ceux qui parlent d'unité divisent eux-mêmes. Ceux qui parlent d'unité divisent eux-mêmes. Vous croyez qu'on peut gagner un combat en se divisant? Non. Ce sont des mots, mais la réalité c'est là. Prenons conscience, vraiment prenons conscience de ce combat qui est le nôtre. Beaucoup de gens se battent chaque matin, c'est vrai. Mais pour se battre, il faudrait qu'on soit rassemblés et que nous voyons les choses. Ceux qui se disent que non, si c'est moi, demain je serai président de la République, le président de la République c'est au Congo, c'est pas ici. Regroupons-nous, faisons que les choses changent. En ce moment-là, nous pouvons prétendre à des postes quand vous voulez, mais pas maintenant. Chers frères, chers et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, la victoire est de notre côté. Donc du côté du peuple. La force est aussi du côté du peuple. La force, ce ne sont pas les armes. La force, c'est notre conviction. Mais à Brazzaville, ils disent que vous ne supportez pas la faim alors que nous ici, nous supportons la faim. Donc il suffit quelqu'un qui n'ait pas quelque chose, il dit je vais aller à gauche pour avoir quelque chose. Mais c'est l'argent du sang.